Bonsoir à tous, bienvenue à cette première soirée de conférence dans le cadre de la mission des médecins de Gustave Roussy qui sont arrivés ce week-end et ce matin. Encore une fois, merci d'être là et merci pour cette semaine d'échanges à venir. Pour le programme de ce soir, que je vous laisse découvrir à l'écran, on parlera d'oncogénétique et de la prise en charge des patients à Gustave Roussy, notamment des cancers de l'endomètre. Je vais juste brièvement recontextualiser l'Institut du cancer. Je pense que la plupart des personnes qui sont là ce soir connaissent l'Institut. C'est un jeune institut qui a été créé en 2021, fin 2021, avec pour volonté d'améliorer la prise en charge du cancer en Polynésie. Nos missions actuelles sont principalement des missions de prévention et de santé publique qui ont été récupérées à la direction de la santé, la gestion du registre, des programmes de dépistage, et puis on a monté d'autres projets qui sont principalement la coordination du soin, la coordination régionale du soin. Je vais vous présenter les trois gros projets justement de cette année 2023. Et puis évidemment la recherche, avec la création d'une DRCI qui devrait se finaliser en 2024. Et évidemment, nous avons la chance d'être membre du réseau dont fait partie l'Institut Gustave Roussy, Unicancer, qui regroupe 20 centres de lutte contre le cancer en métropole. Les trois gros projets de 2023, alors il y en a plein d'autres, mais je vais faire un focus sur ces trois-là puisqu'ils sont en lien avec la soirée. La coordination des RCP, c'est une mission qui a été donnée à l'Institut du cancer au moment de sa création, qui se fait progressivement depuis 2022 avec un objectif de reprendre toutes les RCP en 2023, dont la RCP gynéco qui sera reprise à la fin d'année, et la mise en place d'un logiciel de IRCP. Il y en a un que vous connaissez bien dans le cas des RCP Pacifique qui est Rofim. Et après avoir étudié plusieurs solutions, il se trouve qu'en effet c'est bien la meilleure. Nous allons également utiliser Rofim pour les autres RCP. Le deuxième projet, qui est la cellule d'accompagnement des patients évassanés, qui a été créée en fait au mois d'avril, au moment de la panne d'un des appareils de radiothérapie, avec une augmentation du nombre de patients évassanés à cette période. Et la volonté, ce travail avec le CHPF, ça a été d'accompagner les patients dans leur parcours au moment de la décision d'une Evasan et jusqu'au départ. Évidemment, il y a d'autres organismes qui entrent en jeu, que ce soit la CPS, Europe Assistance, le service social si besoin. Mais l'acteur de l'Institut du cancer qui est localisé au CHPF est vraiment de voir le patient après l'annonce d'une Evasan. Il est vu par une des trois infirmières de l'Institut. De revoir avec lui toute la procédure et surtout d'avoir un intervenant unique, que ce soit pour le patient mais aussi pour les autres organismes, comme je l'ai cité, CPS, Europe Assistance. Depuis avril, pour les patients évassanés de radiothérapie, ça a bien marché, on a élargi ce projet à tous les patients d'oncologie, depuis le 1er septembre. Et le troisième projet, on va en parler, c'est la reprise des consultations d'oncogénétique en Polynésie, avec la participation du docteur Lutringer qui travaille en partenariat avec l'Institut du cancer et qui réalise ces consultations, elle va en parler. Qui ont repris depuis la semaine dernière, au CHPF pour des facilités d'organisation. Nous sommes très heureux d'avoir accompagné ce projet qui s'est concrétisé. Voilà. Je vous remercie. Je vais laisser la parole aux intervenants de ce soir. Nous avons aussi convié les associations de patients et quelques patients, je pense, qui sont là ce soir. Notamment, on en parlait avec l'équipe de Gustave Roussy pour avoir un petit retour d'expérience sur leur Evasan. J'espère que nos échanges seront fructueux et nous apporteront plein de solutions. Voilà, merci.
Donc pour reprendre un peu l'historique de cette consultation, elle a été créée au CHPF en 2015 de manière un peu bancale, en tout cas en ce sens où il n'y avait pas de poste dédié vraiment pour l'oncogénétique. Donc moi à l'époque j'étais sur un poste au DIM et en fait j'avais des vacations médicales en oncologie pour pouvoir développer cette consultation d'oncogénétique. Donc c'est ce qu'on a fait. Avec le secrétariat également de l'équipe. Et puis après plusieurs années, donc il y a eu un grand d'arrêt en 2022, puisqu'en 2022 j'étais en détachement donc à l'Institut du cancer de Polynésie française, et bien la consultation s'est arrêtée. Et comme l'a dit Théanumi tout à l'heure, donc elle est repartie cette année en fait sous l'égide de l'ICPF. Donc à l'époque, pour tout ce qui était prélèvement et analyse, on avait travaillé donc pour le départ du circuit en fait avec le laboratoire de biochimie du CHPF, avec Chris Rinroy à l'époque et avec Valérie plus récemment, sur le prélèvement des patients, le conditionnement des tubes, l'envoi et le transport. Et puis c'est Gustave aussi qui prenait la relève avec à l'époque Brigitte Bressac et puis avec Étienne plus récemment. Donc il s'occupe de l'ensemble en fait de nos analyses. Il sous-traite autant que nécessaire et puis on a mis en place aussi un serveur pour le retour de résultats de manière complètement sécurisée. Pour tout ce qui est recours à expertise, donc, je travaille aussi avec Gustave aussi depuis toujours, avec Olivier et puis plus récemment avec Véro. Voilà, ils ont toujours été hyper bienveillants à mon égard et c'est vrai qu'ils ont toujours répondu aux demandes d'avis, aux demandes d'expertise sur des dossiers un petit peu complexes qui sortaient des cases notamment. Je staffais aussi toujours mes dossiers en RCP spécialisés avec eux. Alors quand ça rentrait justement dans les cases, en général c'était staffé ici. Et puis quand il y avait besoin d'un avis un peu spécifique où toutes les chirurgies, toutes les indications de chirurgie préventive étaient également staffées avec eux. Et puis ils m'accueillent tous les ans dans le service voilà, pour une petite semaine de consultation. Je travaille aussi un petit peu avec certaines RCP nationales sur des domaines, on va dire, très spécifiques. Alors cette année de consulte, c'est un peu plus de 1700 consultations en cette année, donc on voit qu'elle n'a cessé d'augmenter depuis le début malgré les pauses qu'on a pu faire avec le Covid. Et on voit bien l'interruption de la consultation en 2022 où elle était plus de 63. En fait en 2022 je rendais des résultats sur quelques prélèvements de l'année précédente. Alors, globalement, c'est un peu plus de 900 patients qui ont été vus au moins une fois au cours de ces consultations. Donc, il y a différents types de patients. Il y a d'abord ce qu'on appelle les cas index, qui rentrent complètement dans les indications, notamment théranostiques. Le cas index, c'est la première personne que vous allez tester dans une famille. Donc, en général, quand vous avez une histoire familiale, c'est la personne chez qui la probabilité de trouver en fait une prédisposition héréditaire est la plus élevée. Vous savez, s'il n'y a pas d'histoire familiale, tout simplement, le patient qui a un cancer, chez qui il y a une indication, on va dire, thérapeutique en fonction de ses résultats génétiques. Donc sur ces 574 cas index, il y en avait une grande partie donc, qui ont été prélevés. Néanmoins, sur ces 574 patients, alors c'est petit, mais peu importe, en fait, c'était pour vous montrer en fait, que les indications principales sont quand même très majoritairement des patientes, ou des patients, au moins, qui se présentent avec un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. Hein, c'est 81% quand même des cas index. Et après, c'est le cancer colorectal. Donc, sur ces 486 patients qui ont été testés, 55, donc 11% étaient positifs. Alors ça, c'est un résultat qui n'a rien d'étonnant. Hein. C'est-à-dire que même quand on a une indication familiale, même quand on a une indication individuelle de tests génétiques, la plupart du temps, les tests sont négatifs. En fait, on a pour habitude de dire qu'on teste un patient lorsqu'on a une probabilité d'environ 10% de retrouver une prédisposition génétique. Alors ça, c'est vrai lorsqu'il y a une histoire familiale ou un critère individuel. C'est moins vrai avec les nouvelles indications où il y a derrière un intérêt thérapeutique parce que dans ce cadre-là, on va effectivement proposer des tests génétiques à des patients qui ont une probabilité d'avoir une prédisposition qui est assez proche de zéro, on va dire. Ensuite, j'ai vu à peu près 200 apparentés. Qu'est-ce que c'est qu'un apparenté? Cette fois-ci, c'est un patient qui appartient à une famille dans laquelle il existe une prédisposition héréditaire et ce patient souhaite connaître son statut à l'égard en fait, de cette prédisposition. Donc j'en ai vu 200.
La plupart d'entre eux se font prélever, hein. Éventuellement il y en a qui refusent ou qui ont besoin en fait de réfléchir et qui ne reviennent pas. Et eh bien, comme ces types de prédispositions héréditaires que l'on teste, il y a un risque sur 2 de transmission. En général, on a à peu près 50% de patients positifs. Bon, là, on en a un tout petit peu moins, mais c'est parce qu'on a des petits effectifs. Et enfin, on a vu 170 patients indemnes qui se présentaient à moi juste parce qu'ils étaient inquiets et qu'ils avaient besoin d'un conseil génétique. Dans ce cadre-là, en fait, on en teste très très rarement. Vous voyez, là, on en a testé 9, en général, ce sont des patients soit qui ont une histoire familiale, mais on n'a pas de cas index parce que tous les patients sont décédés malheureusement, soit des patients qui voilà, ont une grande détresse psychologique aussi de ne pas savoir. Et alors là, c'est très compliqué en fait de tester les patients indemnes chez qui on n'a encore jamais, enfin dans la famille dans laquelle on n'a encore jamais identifié de prédisposition héréditaire, parce que très souvent l'interprétation, notamment d'un résultat négatif, est un peu complexe. On le fait rarement, mais de toute façon, effectivement, on n'avait trouvé aucun de prédisposé. Au final, à ce jour, on a un peu plus de 70 familles polynésiennes chez qui on a mis en évidence une prédisposition héréditaire. Ça concerne 135 patients et sans grande surprise, effectivement, on retrouve une prédisposition de type sein ovaire avec les 2 gènes BRCA1 et BRCA2 dont on a commencé à vous parler Véronica, et puis également PALB2. Ensuite, et ça c'est une spécificité un peu polynésienne, et bien la 2e place est détenue par une prédisposition qui est la prédisposition liée au gène CDH1 qui là va prédisposer également au cancer du sein, mais sur un type histologique assez spécifique puisqu'il s'agit de type lobulaire, et qui prédispose également en fait à certains types de cancers gastriques, la mini-gastrique ou le cancer gastrique diffus. Et c'est vrai que c'est une prédisposition qui somme toute est assez rare en population générale, mais qu'on retrouve assez fréquemment sur la Polynésie. Et ensuite, il y a le syndrome de Lynch qui entraîne notamment cancer du côlon ou cancer CDH1, pardon, cancer de l'endomètre. Alors, globalement, ce qu'on a fait durant ces 7 années, un peu par thématique, donc sur l'aspect thérapeutique, cancer de l'ovaire, cancer du pancréas, on est sur des petits volumes en fait en Polynésie, donc c'est des choses qui sont faites assez naturellement. Et donc je les vois, on va dire, pas tous évidemment, mais les circuits sont assez simples. Après, sur les indications dont souhaitait vous parler Véronica, notamment dans le cas du cancer du sein ou dans le cas du cancer de la prostate métastatique, là c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps vraiment de définir des circuits spécifiques ou des conduites à tenir spécifiques avec les oncologues. C'est vrai que sur le cancer du sein, on en avait parlé une fois en RCP. Il y a aussi des tests sur tumeurs, des tests tumoraux qui sont effectués en amont ou en parallèle. Enfin voilà, c'est des choses qu'on n'a pas eu beaucoup le temps encore d'aborder sur la Polynésie. Et ensuite, au niveau en fait des patients prédisposés, de la surveillance qu'on va mettre en place, parce que c'est pas le tout en fait de rendre un résultat positif aux patients, bien évidemment l'intérêt dans tout ça, c'est de leur proposer, notamment pour ceux qui seraient indemnes de cancer, ou même qui ont un antécédent de cancer, mais de pouvoir proposer une surveillance qui soit adaptée dans les années suivantes, dans les années qui viennent, pour maîtriser au maximum ce risque de cancer. Donc sur les prédispositions cancer du sein et de l'ovaire, sur la surveillance mammaire, globalement, c'est assez bien maîtrisé. On a une vraie expertise sénologique sur le territoire. Et donc la surveillance par mammo, écho et IRM, pour le coup, ça c'est bien géré. Après, sur les chirurgies préventives, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que la mastectomie, il existe en métropole un circuit dédié en fait aux demandes de mastectomie prophylactique qui pourrait être discuté pour la Polynésie. Par contre, le point très important, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Polynésie française, en fait, il n'y a pas de prise en charge encore à 100% des femmes qui présentent une prédisposition héréditaire et qui, de fait, en fait, doivent eh bien, bénéficier d'une surveillance adaptée, c'est-à-dire à un risque élevé, voire très élevé de cancer du sein. Et c'est un dossier qu'il va falloir absolument travailler. On a essayé de le porter déjà, mais on est mal tombé, le timing était mauvais, c'était juste avant le Covid. Voilà, alors en France, c'est vrai que le statut de prise en charge à 100% chez ces femmes existe, mais en plus, souvent en France, il y a beaucoup de mutuelles qui compensent, et ici, aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre, et donc il y a un reste à charge, notamment sur l'IRM, qui est quand même non négligeable. Ensuite, sur tout ce qui va être Lynch,
sur les variants des gènes MMR. Au niveau des indications, c'est vrai que pendant des années, en fait, il n'y avait pas de pré-criblage systématique des tumeurs non métastatiques. Donc il n'y avait pas beaucoup, en fait, finalement, d'indications de consultation oncogénétique, on va dire spontanées. Et après, alors ça, il y a le nouveau laboratoire aussi d'Anapat qui va arriver, donc je pense que les choses vont bouger aussi un petit peu là-dessus. Après, sur la surveillance, en fait, c'était sur la coloscopie, en fait, qui nécessite, c'est une chronoscopie à l'indigo-carmin, donc c'est vrai que parfois il y avait des petits soucis de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les patients bénéficiaient de leur coloscopie, mais pas forcément selon la méthodologie recommandée. C'était parfois compliqué, en fait, d'avoir le colorant. Donc c'est des choses aussi qu'il faudra peut-être en faire un point. Et puis, suivi gynéco, suivi urinaire, je pense que Véronique aussi, Véronica, voulait peut-être vous en parler également. Alors il n'y avait pas de coordination dans ces surveillances, et c'est vrai que quand on a des surveillances multidisciplinaires, c'est un petit peu compliqué parce que qui coordonne, donc le patient va voir son gynéco, mais il ne va pas forcément avoir systématiquement sa surveillance gastro, et puis qui s'occupe de la surveillance urinaire en fonction du degré, ça peut être le généraliste, ça peut être le radiologue via l'écho-rénal, enfin voilà, c'est des choses qu'il faut un peu coordonner, et pour l'instant c'était un petit peu inexistant, et c'est la même problématique en fait sur le variant CDH1. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails ce soir, mais on a besoin en fait de mettre au point vraiment avec les digestifs un circuit parce que en fait ce sont des prédispositions qu'on maîtrise en fait assez difficilement aujourd'hui en dehors de proposer un geste prophylactique, et donc une gastrectomie prophylactique c'est pas rien. Et donc en général, eh bien, les patients, une fois qu'ils ont leurs résultats, ils ont leur rendez-vous chez le gastro-entérologue, ils ont leur biopsie aléatoire, leur gastro, ça pose pas de souci. Et parfois après ils sont perdus de vue, ils ne sont pas forcément réguliers chez le chirurgien, ne serait-ce que pour avoir un peu d'informations. Et donc les patients repartent un peu dans la nature. Et pareil pour la surveillance mammaire, parce qu'on focalise en fait pas mal sur le risque digestif. Et donc les patients sont un peu perdus de vue, et comme on en a quand même un certain nombre sur la Polynésie, je pense que c'est absolument nécessaire en fait de mettre en place une coordination sur la prise en charge et la surveillance de ces patients. Voilà, et donc pour finir, et j'en aurai terminé, donc l'oncogénétique c'est reparti, en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, au CHPF, comme Ternini vous l'a dit, mais sous l'égide cette fois-ci de l'Institut du cancer, à la fois pour les vacations médicales et le secrétariat. On a des plages de consultation dédiées tout le jeudi, tout le vendredi, toute la journée. Voilà, et donc de toute façon, c'est tout frais, hein, ça date de la semaine dernière, donc pour l'instant on a pris la liste par le bas, voilà, pour être à peu près raccord sur les demandes en fait de consultation actuelles, et puis on va dédier des plages pour essayer de rattraper comme on peut en fait la longue liste de patients qui sont en attente. On va profiter, et finalement ça tombe vraiment bien que Véronica soit arrivée cette semaine, c'est pile avec la reprise, et donc on va pouvoir redéfinir les points de collaboration entre nous sur par exemple les dossiers à présenter en RCP, ce qu'on maintient comme on avait fait, ce qu'on passe par la RCP Pacifique par exemple. Et puis Véro va peut-être vous le représenter aussi, toute la téléconsultation qui a été mise en place pendant toute cette année et demie où il n'y avait pas de consulte. Il y a eu tout un circuit de mise en œuvre qui a été forcément un peu complexe, vu le décalage horaire, voilà, donc pas mal d'implications de part et d'autre. Et je pense que ce circuit, c'est hyper important de le maintenir, parce que pour l'instant, moi je suis toute seule à assumer ces consultations pour la Polynésie, et je ne suis pas toujours là. Parfois j'ai des vacances, puis, donc il faut pouvoir des fois assumer tout simplement la pérennité de cette consultation, notamment pour les demandes urgentes, dans le cadre du theranostic, donc je pense que ça peut être vraiment aussi important de maintenir cette étroite collaboration. Et puis enfin, un petit peu ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire rediscuter, redéfinir les circuits en lien avec notamment les patients CDH1, les patients Lynch, et puis toutes les prises en charge à 100% pour tous les patients qui nécessitent en fait une surveillance qui soit adaptée, et puis également pour les chirurgies prophylactiques, parce que c'est vrai qu'autant que c'est l'HPF, ça ne pose pas trop de soucis, autant sur la prise en charge en libéral, eh bien, les patients ne peuvent pas être pris en charge non plus à 100% pour ces gestes prophylactiques. Voilà, donc ça c'est le gros. Après on a plein d'autres idées, évidemment, de pouvoir faire bénéficier aux patients de toutes les bases de données innovantes, France Médecine Génomique, toutes les analyses de variants de signification inconnues. Enfin, ça ne vous parle peut-être pas de ce que je vous raconte, mais il y a beaucoup de choses à faire en fait autour de toutes ces prédispositions héréditaires, mettre en avant, analyser aussi un petit peu ce qu'on a fait, ce que je viens de vous présenter. On a quelques spécificités qui méritent d'être mises en avant. Et
voilà, donc je suis ravie de pouvoir reprendre ces consultations en lien avec l'ICPF et en collaboration avec le CHPF, et j'espère qu'on va pouvoir avancer sereinement par rapport à tous ces projets. Voilà, je vous remercie. Et juste pour finir, en fait, on vous enverra de toute manière très largement les nouvelles coordonnées en fait, de cette consultation pour ceux qui le souhaitent puissent prendre rendez-vous évidemment directement auprès de moi ou auprès d'Armel, quelque part dans l'Assemblée, qui s'occupe du secrétariat de cette consultation. Voilà, je vous remercie. Alors, bonsoir à tous, je suis Nicolas Paillard, un des oncologues médicaux de Gustave Roussy, et moi je vais vous parler de deux choses. Premièrement, le cancer de l'endomètre, et ensuite le parcours patient à Gustave Roussy. Alors, tout d'abord, concernant le cancer de l'endomètre, on va faire deux parties. Je vais vous parler du cancer de l'endomètre, la prise en charge, notamment un focus sur le cancer de l'endomètre métastatique. Et dans une deuxième partie, on va reparler de plus spécifiquement la Polynésie française et le cancer de l'endomètre. Alors, le cancer de l'endomètre, c'est une maladie des pays développés. Par exemple, en France, c'est le 5e cancer en termes de fréquence et 14e en termes de mortalité. Ce sont des patientes globalement âgées. L'immense majorité est ménopausée au diagnostic, 86%, pour un âge médian au diagnostic de 68 ans. Il y a quand même quelques patientes qui sont diagnostiquées assez jeunes. Ça représente 5% de l'ensemble de ces patientes. Les facteurs de risque principaux, c'est l'exposition aux oestrogènes, avec surtout l'obésité qui est importante. Très rapidement, la classification FIGO, c'est la dernière en vigueur, c'est celle de 2018, stade 1, 2, 3, 4, et vous voyez qu'à partir du stade 3, on a un envahissement ganglionnaire, et stade 4, c'est les patientes localement avancées, donc non opérables, et 4B, c'est les métastatiques à distance. La classification histologique du cancer de l'endomètre, la dernière, elle date de 2020, c'est l'OMS 2020, mais c'est quelque chose qui est assez ancien, qui est séparé en deux sous-types, le type 1 et le type 2. Le type 1, largement le plus fréquent, c'est les adénocarcinomes endométrioïdes, grade 1, 2, 3 en fonction de la sévérité. Et vous voyez que c'est un cancer qui est très hormonodépendant, lié à l'œstrogène, qui est largement majoritaire, qui représente 70 à 80% des cas, et qui est de meilleur pronostic, parce que la survie globale de toutes les patientes à 5 ans, c'est 80%. D'un autre côté, tous les autres sous-types histologiques, que ce soit les cellules claires, les papillaires séreux, les carcinosarcomes, ça devient des types 2. Et ce sous-type est beaucoup moins favorable, puisque la survie globale, vous voyez, elle est à 40% à 5 ans, tout type confondu. Les patientes sont globalement un petit peu plus âgées. Cette classification histologique, elle est ancienne et elle est imparfaite surtout, puisque bien que le type 1 soit de meilleur pronostic, il y a quand même 20% des patientes localisées qui vont rechuter, et à l'inverse, 50% du type 2 ne vont pas rechuter. C'est pourquoi, en plus de cette classification histologique, on est progressivement passé à une classification moléculaire depuis quelques années, presque une dizaine d'années maintenant, et c'est ce qu'on va détailler maintenant. En fait, les auteurs de cet article de 2013, d'une Nature de 2013, ils ont essayé de démembrer une cohorte d'à peu près 350 patients de cancer de l'endomètre localisés et de regarder les gènes exprimés dans les tumeurs pour regarder des pronostics différents. Il y a 4 panels qui sont sortis. Le premier, vous voyez sur la courbe de droite, en bleu, et ça c'est celles qui sont mutées pôle E, un gène suppresseur de tumeur. C'est celles qui ont le meilleur pronostic. Elles sont quasiment à 100% de survie globale à 5 ans. Le deuxième sous-type histologique, c'est MSI. Delphine en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est les patientes qui sont déficientes pour le système de mismatch repair. En gros, c'est un système qui permet aux cellules de réparer leur ADN quand il y a eu des anomalies en cas de duplication. Et celles-ci sont de pronostic un peu intermédiaire. Vous voyez, c'est en vert sur la courbe de droite. Le quatrième sous-type, c'est muté P53. Ça, c'est celui qui a le plus mauvais pronostic. Vous voyez, en rouge, la survie est vraiment beaucoup moins bonne. Et puis le dernier, le plus fréquent, c'est le bas nombre de copies, MSS, pardon, c'est celui pour lequel on n'a pas trouvé de choses particulières, et celui-ci a un pronostic intermédiaire. Alors comment on fait le diagnostic? Tout d'abord par biologie moléculaire, on va rechercher la mutation pôle E. Si c'est ultra muté pôle E, on devient le meilleur pronostic, on arrête là. S'il n'y a pas de mutation pôle E, on va rechercher les instabilités des microsatellites, donc ça c'est les MSI par
immunohistochimie. Si pas de MSI, on recherche la mutation TP53 et ça nous permet de voir dans quelle 3 et 4e catégorie on est. En fait, cette classification moléculaire elle est très importante au stade localisé. Alors, au stade métastatique, pas vraiment pour le moment, mais au stade localisé, ça nous permet, en plus du sous-type histologique, en plus de l'invasion du stade, etc., ça nous permet de classer entre bas grade, grade intermédiaire et haut grade. Et tout ça pour décider du traitement adjuvant, donc après la chirurgie. Vous voyez, sans trop rentrer dans les détails. Les bas risques, on ne fait pas de traitement adjuvant. Globalement, c'est les mutés pour le E. Risque intermédiaire, de la curithérapie, ensuite on fait de la radiothérapie, voire de la radiochimiothérapie pour les plus hauts grades. Alors il y a un grand programme en ce moment international qui s'appelle le programme Rainbow, qui va essayer de faire une désescalade thérapeutique et d'adapter au mieux à la prise en charge adjuvante, avec notamment de l'immunothérapie pour les MSI, le durvalumab, les mutés pôle E, pas du tout de traitement, etc. etc. Et au stade métastatique, encore une fois, il n'y a pas encore d'application de cette classification histologique. Le stade métastatique, justement. Alors, quelle est la prise en charge d'une patiente qui va avoir un cancer de l'endomètre métastatique? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. En parlant d'abord de l'hormonothérapie, puis de la chimiothérapie, des autres thérapies ciblées, et puis on fera un grand focus sur la Curium 775, qui est l'étude qui a combiné pamrolizumab au loratimig. On parlera ensuite des perspectives avec le Starlink. Alors, une patiente qui arrive, qui a un cancer métastatique de nouveau, qui n'a jamais été traité, qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement en première ligne? Alors, est-ce qu'il faut faire de l'hormonothérapie ou de la chimiothérapie? C'est la première question. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'essai comparatif entre ces deux types de traitements. Donc, c'est de façon un peu empirique qu'on va choisir le traitement. D'un côté, l'hormonothérapie, c'est plutôt chez les patients. Donc, forcément, il faut qu'ils expriment les récepteurs hormonaux. On n'a pas de valeur seuil comme dans le cancer du sein qui est à 10%. Là, on n'est pas encore bien sûr. C'est globalement des patients qui ont une maladie qui est lentement évolutive, ou alors des patients qui sont assez âgés, qui ne vont pas forcément bénéficier de la chimiothérapie. Donc, globalement, c'est plutôt les types 1. À l'opposé, la chimiothérapie en première ligne peut être proposée aux patients qui n'expriment pas les récepteurs hormonaux, qui ont une maladie qui est assez symptomatique, qui va vite, chez qui il faut vraiment traiter rapidement, plutôt les types 1. Quelle hormonothérapie on va proposer à nos patientes? Vous allez voir, il y a tout un tas de choses qui a été essayé, mais celle qui a le plus haut niveau de preuve, c'est les progestatifs. L'acétate de mégastérol et le médroxyprogestérone, c'est celle qu'on utilise le plus fréquemment, parce que peu d'effets secondaires et plutôt un beau taux de réponse. On a aussi le tamoxifène qui donne des bonnes réponses. Le fulvestrant, c'est un peu moins efficace, tout comme les inhibiteurs de l'aromatase. Et on peut également, chez une patiente non ménopausée, proposer un agoniste de la RHRH. Donc il n'y a pas de standard en première ligne pour l'hormonothérapie, mais encore une fois, plutôt les progestatifs ou le tamoxifène. Alors si on ne fait pas d'hormonothérapie, on fait une chimiothérapie. Quelle chimiothérapie on peut faire? Je vais vous détailler à peu près les 4-5 plus grosses études qui ont été réalisées depuis une vingtaine d'années pour vous montrer le standard actuel. Avant les années 2000, la chimiothérapie, c'était une monochimiothérapie par anthracycline, donc la doxorubicine, tous les 28 jours, et c'est ce qui a été testé en 2003 dans cette étude d'anasophocologie. Donc on a testé la doxorubicine versus doxorubicine plus du cisplatine tous les 28 jours. Et vous voyez que le doublet fait bien mieux, parce qu'on passe d'un taux de réponse de 17% à 43%, mais les taux de survie étaient pas très améliorés. Vous voyez, on passe d'une PFS de 7 à 8 mois et une survie globale de 7 à 9 mois. Donc un an après, on a eu cette autre étude en 2004 qui a comparé donc, le doublet qu'on vient de voir, doxorubicine cisplatine mais toutes les 3 semaines, donc un peu plus intensif, au triplet, doxorubicine un peu moins dosé que le doublet, cisplatine et paclitaxel, donc c'est le taxol. Et dans ce bras-là, qui est un peu plus puissant, un peu plus fort, on a rajouté en systématique des facteurs de croissance d'aminoacides. Et vous voyez que le taux de réponse est encore meilleur, on passe de 34 à 57%, donc plus de la moitié des patients qui vont avoir une réponse leur maladie va diminuer, donc c'est une chose qui est assez intéressante. Et puis des survies qui passaient de un petit peu plus d'un an à 15 mois. On commençait à avoir une chimiothérapie qui était un peu plus intéressante. En revanche, la toxicité était vraiment beaucoup plus marquée, notamment au niveau des neuropathies périphériques. Le taxol, ça donne des neuropathies périphériques au bout d'un certain temps, et ça, c'était assez limitant pour nos patients.
Et malgré tout, ça a été le standard pendant presque 20 ans, puisque jusqu'à cette étude de 2020, c'était le triplet qui était le plus souvent proposé. Et dans cette étude, la GeoGees 209, on a testé doxorubicine, cisplatine, paclitaxel, donc ce que je viens de vous présenter, à ce qui va devenir le standard, c'est-à-dire carboplatine UC6 et paclitaxel 175 mg/m², ça toutes les 3 semaines. C'était une étude de non-infériorité. Ça veut dire qu'on ne voulait pas montrer que le doublet était meilleur que le triplet, on voulait simplement montrer que ça faisait pareil et que c'était moins toxique. Et les résultats sont très probants, puisque vous voyez qu'en termes de survie sans progression à gauche, mais en termes de survie globale, il n'y a pas de différence significative entre les deux schémas thérapeutiques. En revanche, ce qui est très important, c'est que la tolérance est largement meilleure quand on n'utilise pas les 3 chimiothérapies, donc on peut traiter beaucoup plus nos patients, beaucoup plus longtemps, et donc c'est pour ça qu'on a des meilleurs taux des meilleurs résultats. Pour résumer en première ligne, quelle chimiothérapie il faut proposer à nos patientes, c'est le fameux carboplatine paclitaxel tous les 21 jours, l'étude qu'on a vue jusque-là. On a des options si la patiente est très fragile, on peut faire la doxorubicine qu'on a vue tout au début ou cisplatine. Si on ne peut pas donner de carboplatine pour telle ou telle raison, on peut faire cisplatine, doxorubicine, mais on peut aussi également faire encore le fameux triplet qu'on a vu tout à l'heure. On a plusieurs chimiothérapies qu'on peut faire avec comme référence, comme standard, carboplatine, paclitaxel. Et aujourd'hui, on n'a pas d'argument pour adapter le protocole au type histologique, ni à la biologie moléculaire, ce que je vous ai dit tout à l'heure. En deuxième ligne, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est une monochimiothérapie, en gros ce qu'on n'a pas fait en première ligne. Si on n'a pas fait de Taxol en première ligne, il faut faire le Taxol parce que ça donne les meilleurs taux de réponse, vous voyez, 27%. On a aussi la doxorubicine liposomale, le Calyx, qui donne assez de bons résultats. En tout cas, c'est une monochimiothérapie pour essayer de ne pas se griller les lignes et toujours pour avoir un taux de réponse satisfaisant. Alors il y a tout un tas de thérapies ciblées qui ont été testées au fil des années, que ce soit les inhibiteurs de mTOR ou les anti-angiogéniques, mais les résultats sont très décevants. Ça ne fonctionne pas très bien. On ne sait pas trop pourquoi, parce que dans l'envers ça marche bien, ça s'approche, mais vous voyez, ça ne marche pas très bien du tout. En revanche, ce qui est très intéressant et ce qui représente les dernières années aussi l'avenir, c'est l'immunothérapie, c'est les inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Alors, vous voyez ce graphique, ça montre le taux de mutation somatique dans les tumeurs. Tout à droite, c'est les tumeurs qui sont très immunogéniques, celles qui fonctionnent très bien avec l'immunothérapie, que ce soit les cancers du poumon ou les mélanomes. Et l'utérus, l'endomètre, ça se place assez bien, notamment les petits points qui sont tout en haut, là, ça c'est les fameux pôles E et les MSI. On a un rationnel qui est assez intéressant pour nous dire que l'immunothérapie peut fonctionner dans les cancers de l'endomètre. Et en plus, les cancers de l'endomètre sont les cancers qui sont le plus MSI. Vous voyez, c'est près de 30% des tumeurs qui sont MSI dans la littérature. C'est pour ça qu'il y a une première étude, la Keynote 158, qui a été publiée en 2019, et dans laquelle les patientes en deuxième ligne, donc après échec de chimiothérapie, toutes celles qui étaient MSI, un peu comme on a vu dans le côlon quelques années avant, elles ont été traitées par pembrolizumab, qui est un peu l'inhibiteur de checkpoint anti-PD1, un des premiers avec le nivolumab. Et vous voyez que dans cette étude, les endomètres étaient les tumeurs les plus représentées et qu'elles avaient le meilleur taux de réponse. C'est plus de 50% des patients qui vont répondre à uniquement une immunothérapie après une chimiothérapie. Donc c'est un signal qui est très important et qui a permis une AMM européenne, donc Keytruda, pembrolizumab, en monothérapie chez les patientes MSI qui ont un cancer de l'endomètre et qui ont déjà eu une chimiothérapie de première ligne. Malheureusement, ça a mis un petit peu de temps à arriver en France et on n'a pas eu remboursement en monothérapie. Mais la grande nouveauté des dernières années, c'est le doublet immunothérapie avec le pembrolizumab plus un inhibiteur tyrosine kinase qui est l'envatinib. L'envatinib, c'est un TKI multi-cible qu'on donne aussi dans la thyroïde, dans pas mal d'autres choses. Et ça a fait un New England en 2022 et c'est la Keynote 777. Alors dans cette étude, les patientes avaient été traitées en première ligne par une chimiothérapie à base de paclitaxel. Donc en gros, elles ont eu et de platine, pardon, donc elles ont eu le doublet, carboplatine, paclitaxel. Et elles ont été randomisées 1 pour 1 entre le fameux doublet pembrolizumab 200 mg toutes les 3 semaines, plus l'envatinib, 20 mg tous les jours, versus une chimiothérapie au choix de l'investigateur. C'était soit la doxorubicine, soit le Taxol.
Et les critères de jugement principaux étaient assez classiques, c'est-à-dire la survie globale, la survie sans progression. Vous voyez dans cette étude, qui était une grosse étude, il y avait près de 800 patients, plus de 800 patients, très équilibrés entre les deux groupes, âge médian diagnostic 65-64 ans, et assez peu finalement de DMMR, donc de MSI, 15%, donc d'habitude c'est un petit peu plus, mais dans cette étude c'était 15%, en tout cas c'était équilibré dans les deux bras. Et ce qu'on voit, c'est dans la population qui n'est pas déficiente pour le système MMR, bah, c'est beaucoup mieux en termes de survie globale, parce qu'on passe de survie sans progression, pardon, on passe d'un peu moins de 4 mois à plus de 6 mois, avec un hasard ratio à 0,6, mais également dans toute la population, donc ça fait mieux forcément parce qu'on rajoute les MSI, on passe de 3,8 à 7,2 de médiane de PFS. C'est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça se remarque aussi en survie globale. On passe dans la population MSS de 12 à 17 mois et dans la population globale de 11 à 18 mois. En termes de taux de réponse, bah, ça fait tout 2 fois mieux. Hein. On passe pour la population non déficiente de 15 à 30% de survie en deuxième ligne. Hein. C'est quand même des chiffres assez intéressants. Une durée de réponse qui est à peu près de 10 mois. Et c'est pareil pour tous les patients. Une chose qui est très importante avec cette ligne de traitement, c'est la toxicité qui est assez cognée, parce qu'on va avoir d'une part la toxicité du TKI, de l'envatinib, et d'autre part la toxicité de l'immunothérapie qui vont s'additionner, avec notamment une hypertension de grade 3 et plus. Donc grade 3 c'est quand même des hauts grades, hein, c'est pas des toxicités ridicules, chez près d'un tiers des patients, plus d'un tiers des patients. Il faut faire très attention avec ces molécules et pas hésiter à baisser la dose. C'est ce qui a été fait dans 70% des cas de ces patientes. On a dû réduire la dose du lenvatinib ou du pembrolizumab, et ce avec un délai de 1,9 mois. Donc en fait, ce qu'il faut faire quand on instaure un traitement, il faut commencer à 20 mg et très vite revoir son patient à une dizaine de jours, prendre la tension et voir s'il faut baisser ou pas. Il ne faut pas avoir peur de baisser. De toute façon, la toxicité sera trop importante et on ne pourra pas continuer le traitement. Ce qui est assez intéressant en revanche, c'est que la qualité de vie elle est identique, que ce soit pour la chimiothérapie ou pour le doublé. Donc même s'il y a pas mal d'effets secondaires, en face ça reste de la chimiothérapie, et la chimiothérapie aussi diminue la qualité de vie. C'est pourquoi, pembrolizumab lenvatinib, on a une AMM européenne dans l'indication que je vous ai dit, en deuxième ligne après une chimiothérapie pour les endomètres, quel que soit le statut MSI, ça c'est très intéressant. Et en France, on a un accès précoce. On peut le donner aujourd'hui, même si on n'a pas encore un remboursement, on peut le donner en deuxième. Donc première ligne, on a dit chimiothérapie carbotaxol. Deuxième ligne, pembrolizumab lenvatinib. Troisième ligne, en gros c'est ce que vous n'avez pas fait en deuxième ligne, c'est une monochimiothérapie, toujours pareil, doxorubicine ou paclitaxel. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? La suite c'est également, alors j'ai sélectionné surtout 2 études, une qui a déjà été publiée dans New England et une autre qui va apparaître dans un an ou deux. Mais c'est aussi l'immunothérapie, c'est le dostarlimab, c'est un autre inhibiteur de PD1, alors qu'on ne voit pas beaucoup, mais celui-ci marche très bien dans l'endomètre. C'est l'essai Ruby, qui a été publié cette année, là tout récemment, dans New England. Et en fait, c'est en première ligne, sans chimiothérapie, les patients n'ont pas encore été traités. Et donc on va aller randomiser entre chimiothérapie, toujours la même, carbotaxol, plus l'immunothérapie, versus uniquement la chimiothérapie. Et vous voyez que ce soit dans la population déficiente en MMR, donc les MSI, ou dans la population globale, le taux de PFS il est amélioré, il est spectaculairement amélioré, même pour ce soit les MSI. Et dans la population globale, la survie globale est aussi améliorée. Donc on est en attente d'un accès précoce pour faire cette triple thérapie dès la première ligne de nos endomètres. On va même aller plus loin, puisqu'on va essayer de retirer la chimiothérapie en première ligne, avec l'essai Domenica qui est en cours, où les patients qui n'ont pas été traités, uniquement les MSI, celles chez qui l'immunothérapie fonctionne très bien, on va faire uniquement immunothérapie versus chimiothérapie et voir ce qui ressort le mieux. Probablement que ça sera positif, et ça nous permettra de garder des lignes de traitement derrière. Alors après, où est-ce qu'on va placer le fameux pembrol-lenva? Probablement, on ne saura pas, parce qu'après l'immunothérapie, on ne sait pas si une deuxième immunothérapie va fonctionner. Ça va rebattre un peu les cartes, mais en tout cas c'est très intéressant pour les patients MSI. Après ce focus sur le cancer de l'endomètre général, je vais vous parler d'un travail qu'on a fait avec Delphine Lutringer, quand je travaillais ici. On a en fait repris tous les cancers de l'endomètre de Polynésie française et on en a fait une cohorte pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé sur les 10 dernières années. On est venu à faire ce travail
Parce que, en fait, en consultation, on avait l'impression de voir beaucoup de cancers de l'endomètre. Quand on s'est intéressé au registre du cancer, qui était certes incomplet, mais qui nous donnait quand même des informations, on voyait que le taux d'incidence, là où en France il est de 11 pour 100 000 habitants, en 2015 il était de 16, voire de 30 en 2016. Donc c'est beaucoup plus important, et surtout on avait l'impression de voir des patients très jeunes, beaucoup plus jeunes que ce qu'on voit dans la littérature. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce cancer. Et pourquoi aussi on avait des petites suspicions? Parce que, comme je vous ai dit, le cancer de l'endomètre, le facteur de risque principal, c'est l'obésité, avec l'exposition aux androgènes. Et en Polynésie française, on sait que malheureusement, c'est un problème de santé publique majeur. L'IMC médian en 2010, il était proche de 30 et 42% des femmes sont obèses. C'est pour ça qu'on a fait la cohorte EARLY pour Endometrial Cancer in French Polynesia, dont l'objectif principal, c'était de préciser l'incidence du cancer de l'endomètre en Polynésie française, en gros de refaire un petit peu mieux que les registres qui sont un peu à trous, et de décrire les caractéristiques des femmes, de leur tumeur et les différentes prises en charge, regarder leur survie, et puis surtout faire un focus sur les patientes de moins de 40 ans, les fameuses patientes jeunes. C'était une étude rétrospective dans laquelle on a inclus toutes les nouvelles patientes qui ont eu un cancer de l'endomètre diagnostiqué entre 2010 et 2020 en Polynésie française. Pour ça, on s'est servi d'une part du registre PMSI et puis aussi de tous les comptes rendus histologiques. Au total, sur la période complète, donc sur les 10 ans 2010-2020, c'est 372 femmes qui ont été diagnostiquées d'un cancer de l'endomètre. Vous voyez, les incidences sont un petit peu différentes en fonction des années, mais ça monte jusqu'à 50 patientes sur l'année 2016. En termes de taux standardisé d'incidence pour 100 000 habitants, on passe de la première période, on le sépare en deux, 2010-2014 à presque 21, pour rappel c'est 11 en France métropolitaine, et 2015-2020, 24. C'est vraiment des taux qui sont très importants. La petite ligne en pointillé, là, c'est l'évolution sur les années, on a même l'impression que ça augmente. C'est assez préoccupant. Les 372 patientes, leur âge médian il est de 58 ans, donc 10 ans de moins que ce qui est écrit dans la littérature. Leur lieu de naissance était globalement quasiment que de la Polynésie française, un tiers de diabète, et puis toutes les autres données, alors je les ai mises, mais il faut surtout remarquer qu'on a beaucoup de données manquantes, donc c'est pas très interprétable. En revanche, ce qui est très interprétable, c'est l'IMC médian de nos patientes qui est de près de 35, avec 54% des patientes qui sont supérieures à 35. En termes d'histologie, c'est pas très différent de ce qu'on trouve dans la littérature, notamment en France métropolitaine. C'est très largement des adénocarcinomes. Quand c'est des adénocarcinomes, c'est surtout des endométrioïdes, le fameux type 1. Et puis un petit peu de sarcome, 4%. Léiomyosarcome, non spécifique, ça c'est aussi ce qu'on retrouve dans les cohortes. Alors le stade FIGO, c'est ce que je vous ai détaillé au début. La majorité était localisée ou localement avancée et seulement 18% arrivaient avec un cancer de l'endomètre métastatique. Ça c'est pareil, c'est aussi ce qu'on voit dans la littérature. C'est assez symptomatique les cancers de l'endomètre, donc on les voit assez tôt. Pour ce qui concerne les patientes au stade localisé, donc FIGO 1, 2, 3, c'était 272 patientes. Elles ont eu quasiment toutes de la chirurgie, un peu de radiothérapie adjuvante, de la curithérapie, de la chimiothérapie adjuvante. Après un suivi de 3 ans et demi, c'est un peu plus de 70% des patients qui n'avaient pas récidivé. Et puis vous voyez, bon, à titre anecdotique, la survie sans progression des FIGO 1, 2 est 2,7 ans et FIGO 3, 1,3 ans. Les patientes métastatiques, donc c'était 140 patientes métastatiques, soit 82 qui avaient présenté d'abord une maladie localisée, puis ensuite avec progression métastatique, et 58 qui étaient d'emblée métastatiques. Donc ça, c'est les fameuses 18%. Un chiffre qui est pour moi effroyable, c'est seulement 60% de ces patientes ont reçu un traitement pour leur phase métastatique. C'est-à-dire que presque la moitié des patientes n'ont pas été traitées, pour telle ou telle raison, pour leur raison. Quand elles ont été traitées, c'était surtout de la chimiothérapie, très peu d'hormonothérapie. Survie globale médiane, 10,5 ans, c'est pas beaucoup. C'est un peu plus péjoratif quand on a une récidive, mais ça on connaît, 7 ans versus 11 ans pour la maladie métastatique des nouveaux. En ce qui concerne les patientes jeunes, donc, on a pris comme cutoff 40 ans. Vous voyez, en orange, ça c'est la Polynésie française, et en gris, c'est la métropole. Et pour les patientes jeunes, donc plutôt vers la gauche, c'est toujours au-dessus de la métropole. Donc nous, on avait 11% de nos patients qui avaient moins de 40 ans au diagnostic, ce qui est quand même beaucoup. Encore une fois, patients plutôt obèses, 85% IMC supérieur à 30. Et le taux standardisé sur la période, il était de 3,8. C'est beaucoup moins que ce que je vous montrais tout à l'heure, mais
pour la population jeune, vous allez voir, c'est des chiffres qui sont très très importants. En conclusion, cette série nous a permis de montrer que le cancer de l'endomètre en Polynésie française, en fait, ça en faisait une des incidences les plus élevées du monde. Vous voyez, quand on regarde dans la littérature, c'est Pologne, Lituanie et Samoa qui sont devant, mais en fait, ça ferait la 4e région du monde qui aurait la plus grande incidence en termes de cancer de l'endomètre. Je vous ai mis Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie et Australie, un peu les populations pacifiques, vous voyez, c'est beaucoup moins important. Est-ce que c'est en augmentation? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le petit pointillé. Et surtout chez la femme jeune. La femme jeune, l'âge médian est 10 ans inférieur à ce qu'on a vu en métropole. Et puis, le taux standardisé de 3,8 pour 100 000, en fait, ça en ferait le deuxième le plus important après la Bolivie, chez les moins de 40 ans. Les caractéristiques tumorales, c'est les mêmes, c'est surtout des adénocarcinomes endométrioïdes. Et puis, le pronostic pour les stades 4, il est beaucoup moins bon. Là où c'est presque 2 ans dans la littérature, là c'est 10 mois. Mais encore une fois, il y a 40% des patientes qui n'ont pas été traitées. Alors est-ce qu'elles avaient un état général trop altéré? C'est pas possible que 40% n'aient pas pu recevoir de traitement, donc c'est probablement dû à la culture d'ici, au fait que vous savez très bien, et c'est difficile de leur faire accepter les traitements occidentaux, et probablement qu'il faudra beaucoup jouer là-dessus. Les limites de l'étude. Alors notre étude, elle a le mérite de montrer des choses qui n'ont pas encore été faites. Malgré tout, ça reste une étude rétrospective. Donc vous voyez, on a beaucoup de données manquantes. Donc la fiabilité de certaines données est assez difficile à évaluer. Alors l'incidence en augmentation, est-ce qu'il y a vraiment plus de cancer de l'endomètre depuis peu, ou est-ce que c'est parce que justement les patientes commencent à venir de plus en plus à l'hôpital, et notamment en oncologie? On sait que depuis une dizaine d'années, il y a une vraie dynamisation du service d'oncologie, et donc peut-être plus de diagnostics, plus de prise en charge. Et ça pourrait expliquer l'augmentation du nombre de diagnostics, sans vraiment augmenter le nombre réel de diagnostics, de cancer. Et puis ça a été abordé par Delphine et Véronica. On a très peu de données génétiques pour la cause qu'on a vue tout à l'heure, et on sait qu'un certain nombre de cancers de l'endomètre peuvent s'intégrer dans le syndrome de Lynch. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on... Enfin, ça aurait été intéressant d'avoir cette donnée, mais malheureusement, on l'a pas. Moi, je pense que un des principaux messages qui doit ressortir de cette étude, c'est lutter encore et toujours contre l'obésité, ici, pour diminuer le risque de cancer de l'endomètre et donc une meilleure prise en charge de nos patientes. Et puis, bien sûr, on est très content de pouvoir reprendre les consultations d'oncogénétique pour traiter au mieux nos patientes et, encore une fois, permettre l'immunothérapie chez les fameuses patientes MSI. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais effectivement vous parler du parcours patient à Gustave Roussy au travers de 3 types de consultations, tout ça pour améliorer la prise en charge de nos patients. Je vais commencer avec l'accueil en un jour. Le rationnel, c'est que, vous savez, en oncologie, on a la nécessité d'avoir le diagnostic le plus rapide possible pour avoir une maladie qui est la moins développée possible et donc des survies les plus longues possibles. Pour ce qui concerne le cancer du sein, les recommandations internationales nous disent que le délai entre la mammographie ou tout examen qui va retrouver une anomalie et le premier traitement doit être inférieur à 6 semaines. Dans le cas du cancer du poumon, l'intervalle entre la consultation avec le généraliste et l'oncopneumologue doit être de 14 jours maximum, et également de 14 jours pour l'intervalle de traitement, c'est-à-dire entre le diagnostic et le premier traitement. Ça, en pratique, les délais sont bien plus longs. Vous voyez, notamment dans cette étude de 2018, l'intervalle de traitement, donc celui qui doit être de 14 jours, il est de 27 jours. En littérature, quand on a fait les 52 études, donc c'est presque 2 fois plus. Pour essayer de diminuer au maximum ces délais, Gustave Roussy a mis en place des consultations d'accueil en un jour, donc des consultations de diagnostic très rapides, notamment en scénologie, pneumologie et dans la pathologie thyroïde. Donc, je vais vous détailler plus en détail la scénologie parce que je fais partie de l'équipe et je fais ces consultations. Alors à qui s'adressent ces consultations? C'est à toutes les femmes qui vont présenter une anomalie sur un examen de radio, que ce soit une mammographie, une échographie, une IRM, un PET scanner, etc. Et elles peuvent être adressées par n'importe quel professionnel de santé. En général, c'est le généraliste ou le gynécologue, mais le radiologue peut aussi nous adresser ces patientes, ou je ne sais pas si vous êtes suivi pour telle ou telle maladie, on fait un scanner, on voit quelque chose, voilà, vous pouvez adresser la patiente. Ce qui est intéressant, c'est que la patiente elle-même peut voir son examen et aller sur le site de Gustave Roussy et prendre rendez-vous.
Donc c'est pour toutes les lésions suspectes à partir de la CR3, CR3, 4, 5. Et donc forcément il faut une image, mais ce n'est pas simplement une patiente qui va se palper une masse qui va venir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une unité de temps et de lieu, puisque c'est un seul lieu, c'est l'espace 7 de scénologie, la consultation, je vais vous détailler tout à l'heure, et puis en un seul moment, une journée, tous les lundis, toute la journée. Et dans cette journée, on va regrouper toutes les compétences pour faire le diagnostic le plus rapide possible. Donc ça va être le chirurgien, l'oncologue, le radiologue, l'anatomopathologiste, les plexiciens, les infirmières, etc. Et puis tout ça pour prendre en charge le plus rapidement possible. Le but, c'est qu'à la fin de la journée, la patiente elle ressorte avec un diagnostic. Donc dans la majorité des cas, il faut qu'on puisse lui dire vous avez un cancer, oui, non. Alors dans le cadre du cancer du sein, vous savez que c'est pas uniquement ça, il y a plein de cancers du sein, récepteurs hormones positifs, triple négatif, HR2, donc ça on n'aura pas les arguments pour pouvoir donner ça à la patiente, mais on peut dire oui, non, c'est un cancer. Donc, ça réduit le délai de prise en charge et puis surtout ça réduit l'anxiété de la patiente qui va aller faire sa biopsie en vie, puis après voir son médecin généraliste 15 jours après, et pendant les 15 jours, elle est très angoissée. Donc on est capable normalement de fournir les grandes décisions thérapeutiques, chirurgie, chimiothérapie, etc. Et puis de remettre à la patiente le programme de soins individuels. Alors dans un bon nombre de cas, on n'est pas certain, mais au moins on peut dire à la patiente, probablement vous aurez plutôt une chirurgie, probablement vous aurez plutôt une chimiothérapie. On en discute à la prochaine RCP et on va voir rapidement. Donc vous voyez, tout va se passer autour de l'infirmière d'annonce, l'infirmière d'élégation qui va aller dire à la patiente, il faut aller là, voir le radiologue, voir le chirurgien, voir, etc. Comment ça se passe en pratique? La patiente ou le médecin qui l'adresse va passer un coup de fil à Gustave Roussy ou sur le site. On donne un rendez-vous très rapide, en général c'est le lundi d'après. Et puis la patiente va, en fonction de son dossier, donc c'est les infirmières, les secrétaires spécialisés qui vont adresser soit au chirurgien si c'est plutôt une petite masse, soit à l'oncologue médical si c'est quelque chose d'un peu plus gros qui va nécessiter de la chimiothérapie, ou une patiente qui est très fragile pour laquelle il faut une évaluation un peu poussée. Donc elle va voir le chirurgien, l'oncologue. Ensuite, celui-ci, avec les clichés, va discuter avec le radiologue. Quel prélèvement on peut faire, biopsie, est-ce qu'on fait une mammographie, une angiomammo, une IRM, etc. On retourne voir la patiente, on lui explique, et puis ensuite, dans l'après-midi, on lui annonce les résultats. Tout ceci pour une médiane de durée de 6 heures. C'est relativement court. Ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez, tout ça, c'est uniquement l'espace 7, c'est-à-dire l'espace qui est dédié à la consultation de scénologie à Gustave Roussy, qui prend une place prépondérante, comme vous le voyez. Donc la patiente arrive, petit 1, au bureau. Elle va à la consultation petit 2, soit du chirurgien, soit de l'oncologue. Juste en face, on va voir le radiologue, donc c'est vraiment à 3 mètres. On discute avec lui, on revient tout de suite voir la patiente, on lui annonce ce qu'on va faire de la journée. Le laboratoire, c'est pareil, il est tout en haut à gauche, donc il est juste à côté, on peut aller discuter avec eux, voir un peu comment ça s'est passé. Et puis ensuite, dans l'après-midi, on leur annonce les résultats, elles repartent avec leur diagnostic. Donc, Dr Delaloge, qui est à l'initiation de cette journée, a publié en 2016 cette étude qui montre une haute efficacité de cette prise en charge, parce que vous voyez que pour toutes les lésions, c'est 75% de résultat qui est exact en une journée. Donc, dans le 3 quarts du cas, on est capable de dire à la patiente ce qu'elle a. Et on monte à 87% pour les masses. Les co-classifications, c'est un peu plus difficile. Donc, un diagnostic rapide. Et en 2018, il y a une cohorte où on a interrogé les patientes qui nous ont dit qu'elles étaient très satisfaites et ça baissait drastiquement leur anxiété. C'est des choses, c'est efficace et ça permet à la patiente d'être un peu plus détendue. La consultation de scénologie, ça fait presque 20 ans que ça a été mis en place, donc une fois par semaine, à peu près 24-25 patients par jour, donc c'est des choses qui sont quand même assez lourdes, hein. On voit beaucoup de patientes, et donc c'est plus de 30 000 patients qui ont été accueillis et diagnostiqués dans cette consultation. En ce qui concerne la thyroïde, c'est un petit peu plus récent, c'est 2008, c'est à peu près 15 patients par mardi, et c'est 4000 patients qui ont été vus. En ce qui concerne le cancer du poumon, c'est un tout petit peu différent. Le principe est le même, hein, c'est de voir le plus vite possible le patient pour avoir un diagnostic rapide et améliorer la prise en charge. Et donc, c'est le programme Instadiag qui a été lancé il y a quelques années. En fait, c'est une plateforme internet sur laquelle le patient va
à chaque fois qu'il a un scanner thoracique qui montre quelque chose d'anormal, va pouvoir mettre les images dessus. Il répond également à un questionnaire médical assez rapide, donc c'est encore une fois cellule ou son médecin généraliste ou son pneumologue. Dans un deuxième temps, il y a un tri qui est fait, cette fois-ci par un médecin, et qui va en fonction de l'imagerie, soit c'est très très suspect, dans ce cas-là il donne un rendez-vous extrêmement rapidement dans les 7 jours, soit c'est moins suspect, c'est de petite taille, il est adressé au pneumologue de ville. Et donc pendant qu'on organise le rendez-vous, on peut déjà envoyer au patient de faire la biologie, de faire telle ou telle imagerie, un autre scanner, une fibroscopie, tout ce qu'il faut pour le jour J, et puis on lui fait d'emblée la fibroscopie quand il arrive chez nous. Et ensuite ça permet également de faire tout l'aval de la première consultation. S'il n'y a pas eu, la fibroscopie n'a pas permis de faire la biopsie, dans ces cas-là, on fait la biopsie sous scanner, etc., etc. Tout ceci pour réduire au maximum la prise en charge. Donc cette étude a été publiée en 2022, où c'est le bilan après un an, entre juin 2021 et juin 2022. Et en fait, c'était pas tellement pour voir l'efficacité, mais c'était pour voir la différence entre est-ce que le patient, vous voyez, c'est les 51 patients de la colonne de gauche, quand lui-même va solliciter la consultation, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pareil que quand c'est une généraliste? On a plutôt tendance à se dire que quand le généraliste va adresser le patient, alors ça va mettre un peu plus de temps peut-être, mais ça sera peut-être un petit peu plus efficace. Et en fait, pas du tout. C'est tout à fait similaire, que ce soit en termes de diagnostic final, vous voyez, 70% de cancer, mais également en termes de délai. Donc c'est tout à fait pareil, ce qui montre que cet Instadiag, là, cette journée d'accueil de pneumologie est très très efficace également. Je vais maintenant passer à la consultation outre-mer, donc qui est vraiment plus dans le thème d'aujourd'hui. Alors la consultation outre-mer, elle s'inscrit dans la RCP Pacifique, donc le docteur Charles Noré va en parler un peu plus en détail dans quelques jours, donc sans trop rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cancers complexes, que ce soit les sarcomes, notamment les sarcomes ou les cancers rares, il y a une vraie inégalité de prise en charge entre la métropole, où on a tous les professionnels vraiment très spécialistes de ces maladies, et l'outre-mer, où c'est pas possible d'avoir un spécialiste du sarcome, un spécialiste de telle ou telle chose, donc il y a une vraie inégalité. C'est pour ça que parfois il est nécessaire de faire des EVASAN, donc des évacuations sanitaires vers la métropole, pour permettre d'avoir cette prise en charge optimale. Mais on en a un peu parlé tout à l'heure, l'EVASAN, ça représente une vraie difficulté pour le patient outre-mer, pour le patient notamment polynésien, parce que c'est très loin, c'est à l'autre bout du monde. Quand on vient des Tuamotu, se retrouver à Paris, à Villejuif, c'est très très difficile. Et puis, dans la majorité des cas, ils sont tout seuls. Alors même si à la maison de la Polynésie à Villejuif, ils ne peuvent pas vraiment avoir d'accompagnement. Donc c'est très difficile pour eux. Les missions de la RCP Pacifique, notamment, c'est d'apporter l'expertise à distance. Donc on discute 2 fois par mois de tous les cas difficiles pour aider nos collègues et pour limiter au maximum le nombre d'EVASAN et toutes les conséquences que ça a sur les patients. Malgré tout, à peu près 20% des cas, on est obligé de faire l'EVASAN. Et donc la RCP Pacifique, son rôle, c'est d'organiser au mieux cette EVASAN pour diminuer la durée, pour essayer d'avoir quelque chose de plus le mieux possible pour le patient et donc lui apporter un soutien, que ce soit social, psychologique, culturel, on essaie, et médical. La consultation outre-mer, elle s'inscrit dans cette RCP Pacifique. En fait, on essaie de voir tous les patients qui sont évassanés, qui viennent de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un certain nombre de professionnels qui sont dans la salle ce soir et qui sont sensibilisés à la problématique outre-mer, notamment grâce à ces EPU. Et donc pour essayer d'avoir le même langage que le patient qui vient et qui est un peu perdu, déboussolé quand il arrive. Alors après un an, entre juin 2022 et juin 2023, on a vu 40 patients en consultation outre-mer. Rapidement pour vous détailler pourquoi on les a vus, c'était l'âge médian 56 ans, c'était globalement des femmes, et vous allez voir que c'est vraiment drivé par la sénologie. À peu près 60% de patients qui viennent de Polynésie, 40% de Tonga, donc c'est assez équilibré. Et puis une chose qui est assez importante, c'est qu'on limite au maximum les patients qui ne sont pas en bon état général. Vous voyez, il n'y a aucun patient qui sont OMS 3 et plus, seulement 3 OMS 2. On essaie de limiter parce que d'expérience, on sait que les patients qui sont déjà fragiles ne vont pas forcément bénéficier d'une EVASAN qui est très difficile physiquement. Donc vous voyez, c'est 42% des patients qui ont été vus, c'était du cancer du sein. Ensuite, on avait de la pathologie digestive
du thoracique et du sarcome, et puis à peu près autant de localisés que de métastatiques. Les causes d'Evassan chez ces patients qu'on a vus en consultation outre-mer, c'est surtout de l'imagerie, que ce soit le PET scanner, PET-FDOPA. On avait aussi de la radiologie interventionnelle, des biopsies compliquées, de la chirurgie, notamment avec le docteur Honoré qui opère beaucoup de sarcome, et puis les traitements complexes notamment. Dans la majorité des cas, dans 17 patients, c'était pas une seule cause, on essaie vraiment de limiter les vaccins quand c'est nécessaire, donc quand il y a plusieurs causes. On en profite également pour leur faire un maximum de choses quand les patients sont là. On essaie de faire des profilages moléculaires. Et puis, on a encore parlé de la consultation oncogénétique. Il y a 7 patients qui ont bénéficié d'une consultation oncogénétique quand ils étaient sur le territoire. La durée médiane de séjour, elle était de 28 jours. Et puis, au moment de l'analyse, il y avait 9 patients qui n'étaient pas encore rentrés. Donc la RCP Pacifique et notamment les consultations outre-mer, ça permet d'optimiser les circuits, donc de diminuer la durée de séjour. Alors c'est très difficile de faire un comparatif avec avant-après parce qu'on n'a pas les chiffres d'avant, mais on a le sentiment que c'est un vrai bénéfice médical parce que c'est une coordination et puis bénéfice psychologique et aussi financier, puisqu'on diminue au maximum le nombre d'Evassan et quand les Evassan sont nécessaires, on diminue le temps de séjour. Tout ceci, c'est quand même assez lourd. C'est grâce notamment à Madame Chereau qui est là ce soir et qui coordonne tout ça. Et puis ça nécessite une équipe formée, dédiée et qui connaît la problématique outre-mer. L'avenir de cette RCP Pacifique et de la consultation outre-mer, l'enjeu ça va être de pérenniser un peu tout ça parce qu'on sait que c'est très dépendant des personnes. Alors il y a certains d'entre nous qui vont partir, donc ça va être difficile peut-être de remplacer, mais c'est l'enjeu du futur. Et on aimerait étendre à tous les outre-mer parce qu'il y a aussi une RCP Caraïbes dans les Antilles, on devrait aussi voir ces patients-là. Et enfin, je vais vous parler de la journée de transition. La journée de transition, ça s'inscrit dans le programme Intervalle, qui est un programme qui a été mis en place à Gustave Roussy pour les patients de cancer du sein. Pourquoi ça a été mis en place? Parce qu'on a de plus en plus de guérisons dues aux améliorations de nos traitements et donc des survies très très prolongées, en tout cas de plus en plus prolongées, mais on ne sait pas très bien les conséquences à moyen et long terme d'une part de nos traitements et de la maladie. Il y a une étude qui a été publiée, l'étude Vican, qui montrait que 63% des patients vont avoir des séquelles après leur traitement du cancer du sein. Et une femme sur 5 ne va pas retourner au travail, donc c'est un coût assez lourd pour elle et pour la société. Et 30% font état d'un désordre émotionnel ou social important après leur traitement. Donc des choses qui sont très très lourdes après un cancer. Même si elles sont guéries, elles en gardent des séquelles. Pourquoi également la journée de transition a été mise en place? Parce que pendant la phase active, pendant les chimiothérapies, la chirurgie, la radiothérapie, les patients sont vus très très fréquemment, parfois même une fois par semaine, voire tous les jours pendant la radiothérapie, et donc elles peuvent parler de leurs problèmes, elles peuvent parler de leurs effets secondaires, mais pendant la phase de suivi, par exemple pour le cancer du sein, c'est 3 fois par an, oncologue, radiothérapeute, chirurgien, mais entre ça, elles ont beaucoup de difficultés parfois à aller discuter de leurs effets secondaires. C'est pourquoi la journée de transition a été mise en place à Gustave Roussy, donc pour toutes les femmes à la fin de leur traitement initial, c'est-à-dire à la fin de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, à moins de 2 mois de la fin de leur traitement, qu'elles soient ou non en cours d'hormonothérapie, même si c'est vraiment axé beaucoup sur l'hormonothérapie. Donc c'est proposé par l'oncologue médical à la dernière consultation de traitement initial, et ensuite les patients doivent être rappelés par l'équipe de transition. Ça se passe tous les vendredis, sur le site de Chevilly-Larue, qui est le deuxième hôpital partenaire de Gustave Roussy, qui est juste à côté, donc les patients connaissent très bien. Et donc, c'est 7 femmes par session, donc c'est des petits groupes où elles peuvent vraiment discuter, interagir entre elles. Les objectifs, c'est de faire la transition entre les traitements actifs où elles sont beaucoup vues, et puis la surveillance, expliquer l'après-cancer, la surveillance, faire un point en hormonothérapie, les mesures pour améliorer la qualité de vie, et puis permettre encore une fois d'avoir un échange entre elles déjà, et puis avec les professionnels de santé. Globalement, le déroulement de la journée, le matin, on leur réexplique comment ça va se passer pour elles, les modalités de suivi, etc. Il y a un gros focus sur l'hormonothérapie, comment ça marche, pourquoi il faut le faire, les effets secondaires. Et puis il y a un coach sportif qui vient faire de l'activité physique adaptée, leur expliquer pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, avec tout un point sur la nutrition. Puis l'après-midi, l'association Cancer Contribution vient se présenter, donc c'est des associations de patientes qui donnent des contacts, s'il y a des questions, etc. On a une psycho-oncologue qui passe, une sexologue, Dr. Pomeroy, qui vient leur raconter les impacts du cancer psychologique mais aussi physique. Et puis enfin il y a tout le pan sur le retour au travail.
Parallèlement à ça, elles sont prises séparément par le docteur Pietro Lapidari, qui est oncologue spécialisé, et qui va refaire un point sur les ateliers, remettre le plan personnalisé pour chacune des patientes, et puis discuter en fonction des effets secondaires qu'elles ont, quel traitement et quelle prise en charge on peut leur proposer. Et c'est à ce moment-là qu'on essaie d'inclure nos patients dans les différents essais. On avait récemment un essai sur le sommeil ou alors sur l'auriculothérapie. Ça existe depuis presque 2 ans maintenant. On a eu 56 journées de transition pour 300 patients qui sont passés entre nos mains. Et je vous remercie pour votre attention à nouveau.